Bonjour et bienvenue dans ce nouveau décryptage. En tant que passionné, c'est un vrai plaisir de partager aujourd'hui l'expérience et les astuces incontournables pour vraiment se lancer dans le monde de la van life et des véhicules de loisirs. Prendre la route au volant d'une maison roulante, c'est une aventure absolument extraordinaire. L'objectif de notre exploration du jour, c'est tout simplement de transformer cette fameuse première escapade en une réussite totale. Alors, on ne perd pas une seconde, c'est parti pour préparer ce grand départ en toute sérénité. On connaît peut-être ce concept psychologique fascinant qu'on appelle le syndrome de Paris. Grosso modo, ça décrit un état de choc, une vraie déception quand la réalité d'un voyage s'éloigne drastiquement de nos attentes un peu trop idéalisées. Eh bien, il s'avère que dans le monde du voyage itinérant, ce syndrome guette très souvent les novices. On a tous en tête cette image de liberté totale, de coucher de soleil sauvage sur la plage, et boum, on se heurte d'un coup à une logistique un peu complexe, à des galères d'eau ou de stationnement. Mais pas de panique, le remède infaillible à cette désillusion, c'est tout simplement une excellente préparation. Pour bien s'organiser, voici notre feuille de route. On commence par démêler les mythes et réalités du voyage. Ensuite, place à la préparation du véhicule, puis on verra comment maîtriser la route, l'art de réussir son étape nocturne, pour finir sur la gestion du quotidien à bord. Un programme bien complet. Allez, on attaque tout de suite avec notre première partie, les mythes et les réalités, et surtout comment surmonter cette petite appréhension des débuts. C'est tout à fait normal de se sentir un peu submergé face à l'inconnu lors du tout premier départ. L'excitation se mélange forcément à une petite dose d'anxiété. Mais transformer un essai incertain en un franc succès, ça repose sur quelques règles de base. En fait, en anticipant les aléas les plus fréquents, ce qui paraissait imprévisible devient soudain une aventure hyper fluide, gérable et carrément sans stress. C'est le grand paradoxe. L'improvisation totale, ça s'apprend par une excellente préparation en amont. Passons à notre deuxième point, la préparation du véhicule en nous concentrant sur le chargement et l'équipement. Cette phase-là, elle est juste capitale. Il ne s'agit pas de déménager toute la maison dans quelques mètres carrés, mais plutôt d'optimiser chaque recoin. Et attention, il y a un chiffre à retenir absolument, 3500 kg. C'est le poids total autorisé en charge, le fameux PTAC, pour les camping-cars dits légers qui se conduisent avec un permis classique. Dépasser ce chiffre, c'est strictement interdit. La législation ne plaisante pas du tout avec ça, les amendes sont salées et ça se termine très souvent par une immobilisation immédiate du véhicule. En clair, il faut vider ses affaires sur le bord de la route avant de pouvoir repartir. Vraiment pas l'idéal. Sachant que la marge pour les passagers, les bagages et l'eau tourne souvent autour de 500 kg seulement, une vigilance extrême s'impose au moment de remplir les placards. Pour optimiser sans s'alourdir, il y a une sélection d'équipements indispensables. Il y a un vieux dicton scandinave qui dit « Il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que de mauvais vêtements ». En véhicule de loisirs, c'est la même chose. Les cales de mise à niveau, absolument cruciales pour ne pas dormir la tête en bas. Un tuyau extensible avec plein de raccords différents, c'est l'assurance de pouvoir se brancher sur n'importe quel robinet. Et si la source d'eau est trop loin, un simple arrosoir avec un entonnoir fera parfaitement l'affaire. On ajoute à ça un chariot pliable pour transporter la fameuse cassette des toilettes sans se casser le dos, et bien sûr une petite balayette pour chasser le sable au quotidien. Du pur bon sens, mais ça change littéralement la vie à bord. Ensuite, avant de mettre le contact pour la grande aventure, il faut dompter la bête. Les appareils comme le chauffage, le gaz ou l'électronique de bord fonctionnent différemment de la maison. Le meilleur conseil, prendre le temps de potasser les manuels et de tout tester directement dans l'allée du garage. Franchement, la pire idée pour une première sortie, ce serait d'attaquer un road trip en haute montagne en plein hiver. Il vaut 100 fois mieux commencer par de petites boucles locales pour bien s'habituer au fonctionnement du véhicule, sans pression. Ce qui nous amène à notre troisième section, maîtriser la route et comprendre les spécificités de la conduite. Parce que oui, piloter un appartement sur roues, ça demande de changer complètement d'état d'esprit. L'anticipation devient le maître mot. Contrairement à une voiture normale, la physique joue un rôle énorme. Il faut surveiller le vent, la hauteur des ponts. Mais la vraie subtilité, c'est dans les virages, avec deux notions incontournables. D'abord, le porte-à-faux, c'est l'arrière du véhicule qui dépasse l'axe des roues et qui vient balayer l'extérieur de la courbe. Ensuite, l'empattement, la distance géante entre les roues avant et arrière. À cause de ça, il faut prendre ces virages beaucoup plus larges sous peine de grimper sur les trottoirs. La règle d'or, on ne serre pas la corde. D'ailleurs, voici une astuce toute bête mais qui a sauvé plus d'un toit. Il suffit de noter la hauteur exacte du véhicule en comptant les antennes ou panneaux solaires sur un bout de papier et de le coller directement sur le tableau de bord. Au moment de traverser une ville un peu stressante, face à un panneau signalant un pont bas, le cerveau n'a pas à fouiller dans sa mémoire, l'info est là, sous les yeux pour réagir dans la seconde. Et puis, une fois sur la route, gardons en tête cette superbe citation « En camping-car, l'important ce n'est pas le point d'arrivée, mais le chemin qui nous y conduit. » L'autoroute, c'est souvent cher, ennuyeux et ça nous coupe de l'essence même de ce style de vie. C'est en empruntant les petites routes secondaires qu'on tombe sur les plus beaux panoramas et qu'on commence vraiment à déconnecter. Le trajet n'est pas une contrainte, c'est déjà les vacances. On arrive à notre quatrième étape, l'art de l'étape nocturne, ou comment dénicher le spot idéal pour dormir.
Trouver où s'arrêter pour la nuit, de manière légale et sécurisante, c'est souvent la grosse source d'angoisse quand on débute. Mais la solution est simple, l'étape du soir, ça s'anticipe dès le matin. La journée, on dégaine les applications numériques collaboratives, type Park4Night, qui sont de vraies mines d'or. L'après-midi, on affine la sélection vers des réseaux officiels, comme les aires de service ou l'excellent réseau France Passion qui permet de dormir chez des agriculteurs. Le but ultime ? Arriver sur place en fin d'après-midi, tranquillement, et profiter de l'apéro. Chercher un endroit au hasard dans la nuit noire, c'est le meilleur moyen de se disputer et de stresser inutilement. Il y a aussi une nuance juridique absolument fondamentale à saisir ici, la différence entre stationner et camper. Sur la voie publique, on a souvent le droit de stationner, exactement comme une voiture. Mais attention, interdiction formelle de sortir une table, des chaises ou de dérouler le store extérieur. Ne rien déballer, c'est la règle numéro 1 pour éviter les ennuis avec la police municipale. Le camping, avec toute la panoplie du salon de jardin, c'est réservé aux espaces dédiés, comme les campings classiques. Confondre les deux, c'est des rushs classiques qui coûtent cher. Enfin, notre 5e et dernière section, gérer le quotidien à bord en abordant les ressources, la sécurité et le voisinage. Une fois bien garé, la vie s'organise à l'intérieur. Et là, on adopte un peu un rythme de marin. Contrairement à une maison, l'eau et l'électricité ne sont pas illimitées. Il faut prendre des nouvelles habitudes, comme couper l'eau de la douche pendant qu'on se savonne, ou garder en tête que regarder la télé toute la soirée va puiser dans les batteries. Côté confort et bruit, remplacer la vaisselle en verre par de la mélamine et glisser des matières absorbantes dans le fond des placards, c'est le secret pour rouler dans le silence, sans entendre un concert de casserole à chaque dodane. D'ailleurs, en parlant de reprendre la route, on a un réflexe de sécurité non négociable à adopter. Avant de tourner la clé de contact, vérification obligatoire, placard, tiroir, frigo, tout doit être solidement verrouillé. Au moindre freinage un peu sec, le moindre objet oublié sur la table devient un projectile volant hyper dangereux. Le check-up complet de l'habitacle avant le départ, ça doit devenir une seconde nature, sans exception. Mais surtout, n'oublions pas que cette aventure, c'est aussi une question d'échange et de rencontre. Il ne faut jamais hésiter à engager la conversation. Les commerçants du coin, les petites mairies rurales, ils sont très souvent ravis de voir passer des voyageurs respectueux et partagent avec joie leurs petits coins secrets pour passer la nuit. Et puis, la communauté des camping-caristes est incroyablement solidaire. Une panne technique, un doute, le voisin de parking aura souvent l'outil magique ou le bon conseil. Ce lien social, ça fait vraiment le sel du voyage. Nous voilà à la fin de notre décryptage du jour, en respectant les capacités de son véhicule, en anticipant intelligemment les étapes et en adoptant ces quelques réflexes clés, c'est une véritable sensation de liberté qui s'offre à nous. Alors une seule question subsiste. Avec tous ces atouts en poche pour réussir ce premier départ, quelle sera la toute première destination au programme ? Un grand merci d'avoir suivi cette analyse et on se retrouve très vite pour de nouvelles explorations sur les routes.